mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie pour ce premier lundi du mois de juin qui s'ouvre à nous comme un magnifique bouquet de fleurs que nous vous tendons comme ça afin que vous puissiez être avec nous pour chaque matin plein de bonheur. Aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, on va parler donc emploi, tout ce qui rythme le monde de l'emploi. Et je rappelle aussi, mesdames et messieurs, qu'on aura énormément de rubriques. Nous sommes toujours dans l'excitation de l'attente de la fête du Ramadan. Ce sera forcément dans cette semaine avec un programme y afférent. Et puis, on aura tout au long de cette émission des évocations comme ça, des biscuits pour votre plaisir. Bienvenue dans le matin le plus cool et le plus instructif d'Afrique, Estampillé Matin Bonheur, que je suis très heureux d'animer depuis bien des années maintenant et surtout cette année en compagnie de ma magnifique voisine. Ça va? Bonjour. Ça va. Bonjour à tous. Il a parlé de fleurs ce matin, c'est dire que quand la fleur s'ouvre, c'est avec beaucoup de fraîcheur. Et donc, c'est cette fraîcheur-là qui nous anime pour vous partager aujourd'hui ces quelques informations. À notre conducteur, on parlera d'emploi en thématique avec un expert ressources humaines, bien évidemment, Monsieur Stéphane Missa, qui essaiera de nous faire comprendre comment sont gérées les heures supplémentaires en entreprise et selon les différents régimes. Et puis, vous le savez, hein, le lundi, il y a cette fameuse maladie qu'on appelle la lundiose, cette maladie imaginaire, mais que nous transformons bien sûr en compétence parce que le lundi, il y a lundi motivation. La deuxième vie commence. Normalement, nous devrions avoir cet élément. Et puis aussi, dans le moment instant vérité qui, bon, on l'apprend aussi, est enregistré pour la deuxième fois avec un invité. On va teaser un peu pour vous donner son nom quelques secondes, quelques minutes avant, mesdames et messieurs. Et vous le savez, depuis le démarrage de cette saison, le premier invité de chaque semaine, c'est Monsieur Paul Arnaud Écou de Info Sécurité, Info Route plutôt. Aujourd'hui, on parlera de l'activité de transport par taxi. On en profitera bien sûr pour parler du phénomène des mototaxis. Ah oui, le fameux phénomène des mototaxis qui a fait réagir sur la toile. Elle s'appelle Christelle Akoussa. C'est elle qui estampille le volet technique de ce rendez-vous. Avec toute son équipe là-haut, on a une pensée également pour tous nos collègues et confrères qui font la matinale au niveau de la radio et au niveau du digital et tout le groupe RTI. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une caméra woman, celle qui a la caméra 3, grâce à qui j'ai l'honneur, le bonheur de vous parler. C'est Betty, à qui nous faisons un gros bisou. Elle a 1 an de plus. C'est un plaisir de travailler avec cette bonne et belle personne et ça fait plaisir de lui souhaiter un très beau être annuel, n'est-ce pas? Elle est très cool, Betty, elle est très sympa. L'équipe du matin, c'est top. Sans souci. Oui. Joyeux anniversaire également à une grande dame du chocolat de Côte d'Ivoire, premier maître chocolatier de Côte d'Ivoire, très talentueuse et qui fait beaucoup de bonnes choses pour son pays. Suzanne Kabani, on a normalement sa photo qui va apparaître d'un moment à l'autre. Suzanne Kabani, on va revenir là-dessus. On n'a pas la photo de Suzanne? On va revenir. OK. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Akoussa, il peut arriver que ça change. Hein. Comme quand ça change, nous intervenons. Donc voilà aussi, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et on prend ça tous dans la bonne humeur. N'est-ce pas, Alix? La suite. Bien évidemment. Et dans cette même bonne humeur, on va souhaiter une belle fête au nom calendaire de ce jour, à savoir Kevin et Saint-Kévin, précisément, est célébré le 3 juin. Alors, le 3 juin, c'est Saint-Kévin et le samedi 1er juin, il y avait aussi des anniversaires et nous allons revenir là-dessus. ça passe tellement vite. Quand on commence comme ça, ça veut finir. Régis, bonjour, ça va? La fléchette. Ça va très bien? Bonjour, Alix. Ça a été le week-end? Ça a été le week-end. Ah, d'accord. Allez, on va faire le débrief du week-end tout à l'heure. Juste après ceci, c'est le flash, premier rendez-vous de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Les travailleurs ont désormais un nouveau cadre juridique et institutionnel. Il garantit davantage leur santé et sécurité. Le document politique national a été adopté. Il prend en compte les 5 prochaines années. Franck Quadio. Ils sont acteurs du mandat du travail et représentants du ministère. À l'unanimité et par acclamation, ils viennent de valider les documents de la politique nationale et du programme national de sécurité et de santé au travail. 2 documents qui vont garantir davantage sur les 5 prochaines années la vie du travailleur sur son lieu de travail partout en Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord fait un état des lieux de la question de sécurité et santé au travail qui s'est soldé par l'élaboration du profil national de sécurité et de santé au travail. Et
après, parce qu'il fallait commencer par cet état des lieux-là avant de donner les orientations de notre politique, donc donner notre vision pour adresser les questions de protection des travailleurs en matière de risques professionnels. Et après la politique, on a le programme national qui a été élaboré. Donc je pense que nous sommes bien dans le bon déroulement, dans l'ordre des choses. Selon la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, on dénombre en Côte d'Ivoire 7000 accidents de travail par an dans le secteur privé formel. Les risques identifiés dans ce seul secteur justifient l'urgence de l'élaboration par le gouvernement ivoirien de ce nouveau cadre juridique et institutionnel en matière de santé et de sécurité au travail. Ce sont deux documents qui viennent combler un vide. Vous savez que le gouvernement a initié beaucoup d'actions, notamment dans le code du travail. Beaucoup d'organismes ont été mis en place pour assurer la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, les résultats piétinent. Donc, il était bon que le gouvernement ait une vision, une stratégie, une boîte à outils pour avoir des résultats qui sont à la hauteur des éléments qui sont mis en place. Rappelons que cette politique nationale de sécurité et de santé au travail s'inscrit dans l'axe stratégique du Programme national de développement. C'est une autre nouvelle pour le bien des populations qui s'inscrit dans le cadre du programme national du gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a procédé à l'inauguration de la pompe villageoise de Sianso, près d'Odiéné. Cela fait partie des 602 pompes à motricité humaine restaurées dans la région du Folon et du Kabadougou. Walter Amadou Ouattara. 602 pompes hydrauliques, dont 360 dans le Kabadougou et 242 dans le Folon, réhabilités dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv. Objectif, réduire le déficit en eau potable dans ces deux localités. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a inauguré à Sianso, près d'Odiéné, une pompe à motricité humaine au grand plaisir des populations. L'eau potable est source de vie. Et la plupart des maladies que nous avons dans notre zone-là sont des maladies hydriques. Voilà pourquoi le président de la République donc, a été très sensible à nos doléances. Il a décidé de faire en sorte que l'eau soit le nombre des priorités du programme social du gouvernement. Fin de calvaire pour une population qui éprouvait des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Hassan Ouattara, initié Lombin, merci à son gouvernement. Vraiment, c'est un problème sensible qu'il a touché. Parce que l'eau est le liquide essentiel, indispensable à l'humanité. La réhabilitation de ces pompes villageoises dans le Kabadougou et le Folon concerne également l'ensemble du territoire national. Plus de 20 000 pompes vont être réalisées, remplacées ou réhabilitées cette année au profit des populations dans les zones rurales. Sur le même temps, 186 pompes hydrauliques dans la région du Kabali, bientôt fonctionnelles. La ministre Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement de la réparation de ces ouvrages. Gervais Kwasi, Franck Kouadio. De l'eau potable à nouveau. La ministre de la Salubrité, de l'Assainissement et du Développement durable lance, par ce geste, le projet de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans tous les départements de Guiglo, Bloulequin, Tailly et tout le Pleu. 186 pompes villageoises à réhabiliter sur les 466 dans toute la région du Cavali. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel aux populations, un appel à leur mobilisation en vue de l'entretien de tous ces ouvrages mis à leur disposition par l'État de Côte d'Ivoire pour leur permettre donc d'avoir une bonne santé, parce que tout le monde sait et tout le monde le répète que l'eau c'est la santé et que l'eau c'est la vie. La ministre Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, se félicite des efforts du gouvernement en vue de satisfaire les besoins des populations en eau potable. L'eau est très sale. Quand les pompes là sont en panne, c'est ce qu'on prend pour boire. Mais quand on boit, ça nous donne beaucoup de maladies. Souvent on prend pour laver les habits, mais quand on lave, ça gratte nos peaux, on n'est pas à l'aise avec ça. Situé dans le département de Guiglo, le village de Mona a servi de cadre au lancement de cette opération qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Un commentaire de Francis Boiffaut. Mettre en lumière le potentiel touristique de Dimokro, c'est l'objectif de Festirdome. La 8e édition vient de se tenir dans la ville. Le ministre du Tourisme annonce la rénovation de l'ex-hôtel Sieto et bien d'autres projets. On fait le point avec Charles Tatou.
Bâtiments coloniaux, cimetières des martyrs, chemins de fer, ponts et gares ferroviaires. Autant de sites et attraits touristiques qui méritent une attention particulière en vue de leur valorisation. De même, Dimokro est une ville cosmopolite. Ce brassage culturel, gage de paix et du vivre ensemble, ne doit pas échapper également aux actions de valorisation des richesses culturelles du pays. Ce festival du tourisme créé par les acteurs locaux du domaine, qui fait son petit bonhomme de chemin, constitue donc une des réponses à cette problématique. Cette 8e édition vise à mettre en adéquation la vulgarisation du riche patrimoine touristique local avec les possibilités de création d'emplois directs et indirects et de services rémunérés générés par le tourisme et les nombreuses opportunités d'affaires offertes aux opérateurs économiques exerçant dans le secteur du tourisme. Les élus de la région d'Unzi, eux, apprécient cette initiative, rappelant tout de même d'autres potentialités touristiques que regorge leur région. Fait chef traditionnel, Baoulé Agba, le ministre du Tourisme est pour sa part revenu sur les dispositions prises par le gouvernement quant au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana est également venu avec de bonnes nouvelles pour la ville de Dimokro en matière du tourisme. Déjà, il s'agit de la réhabilitation de l'hôtel existant, le Cieto, et puis la construction d'un nouvel hôtel de 4 étoiles dénommé Maison Ivoire, qui rentre dans le concept développé par la stratégie touristique Sublime Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons inventorier l'ensemble du potentiel et les mettre en œuvre conséquemment avec l'aide du moment où nous érigeons ici en direction régionale du tourisme. Question de valorisation du brassage culturel. Cette année, les danses des terroirs Agni de Temekro, Tagbana de Katiola et celles de l'Ouest, avec le Kotou et le Gla, venus des villages Nyambois, ont gratifié le public de leur spectacle. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30. Le monde rural était en évolution. Hein. Oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de pompes qu'on réhabilite, qu'on inaugure, tout ça. C'est dû à quoi tout le monde en parle. Non, justement, ça rentre dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, puisque le gouvernement a entamé une politique sociale, justement en faveur des populations. Donc, électricité, eau, voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Okay. Et c'est pour le bonheur des populations, bien évidemment. Absolument. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a La suite, c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. On n'en avait pas depuis un certain bout, mais c'est revenu. On vous remet en jambes avec des abdos et le haut du corps à faire travailler dans le fitness. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. J'espère que vous passez un bon début de journée. Bonjour chez vous, c'est Coach Cyril pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va faire 3 exercices pour travailler le haut du corps et les abdos. D'accord? Premier exercice très simple que tout le monde connaît, c'est les pompes. Donc on va commencer par un échauffement. On va faire une rotation des bras. 5 rotations dans un sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rotations dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On va croiser les bras et les décroiser. 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On va au sol, l'exercice que vous connaissez déjà tous, je pense que vous connaissez, c'est les pompes. Alors, les pompes, cette fois-ci, on va faire des pompes en 2 temps. Je vous explique. Déjà, on va garder les genoux au sol. On va garder les genoux au sol, redresser le dos, redresser tout le haut du corps. Fléchir les bras en 2 temps. Donc, ça va faire 1, 2 et on peut se remonter. D'accord? Ceux qui peuvent faire le mouvement avec les jambes tendues, allez-y, n'hésitez pas. Ça donne ça. D'accord? Allez, on va à 12 répétitions. On redresse le dos, on fléchit et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas d'expirer à la montée. 9, 10, encore 2 répétitions. 11, la dernière.
Et tout, c'est parfait. Deuxième exercice très simple, on va se coucher sur le ventre, mettre les mains derrière la tête. D'accord, redresser le dos. Donc gagner avec les muscles du dos, les muscles au niveau des lombaires et de tout le dos. Mettre les doigts derrière la tête et faire juste un mouvement des coudes. Donc on monte les coudes et on les descend. Allez, 1, 2, 3, 4. À 15 répétitions aussi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Troisième exercice. On va se retourner, se mettre en position assise. Juste poser les coudes au sol, comme ceci. Fléchir une jambe au maximum et alterner. Comme si on pédalait un vélo. Allez, on tend la jambe au maximum, on fléchit. On va sentir une tension dans le ventre. On va à 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genoux toujours très proches de la poitrine. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On reprend automatiquement avec les pompes. Allez, on recommence le circuit. On descend le bassin, on redresse le dos, on fléchit en 2 temps et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas de garder tout le corps droit. 6. Vous devez sentir les abdos. 7, 8, 9. Si vous sentez que vos fesses montent quand vous descendez, 10. C'est pas le bon mouvement. L'autre corps doit être aligné. 11. Et 12. Parfait. Touchez sur le ventre. Même exercice. On va faire 15 répétitions. Maintenant, c'est la 12 répétition. Dans cet exercice, on va à 12 répétitions. Les mains derrière la tête. Mouvement des coudes. On pousse au maximum. Et on revient les coudes au sol. 2, 3. N'oubliez pas d'expirer. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Allez, on termine avec les abdos. Cette fois-ci, on va faire des rotations de la gauche vers la droite. Donc, on commence avec la même position. Les genoux sur le côté gauche. Je pédale 5 fois, je change de côté à chaque fois. Donc, ça fait 2 séries par côté. Allons-y. 1, 2, mes 2 jambes sur le côté. 3, le reste du corps reste statique. 5, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 12, 2, plus sentir votre taille maintenant. 5, on change une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, on change. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Petit circuit terminé. Des exercices à refaire chez vous, tant que vous pourrez les refaire. Vous pouvez utiliser votre créativité pour jouer avec les nombres. Vous pouvez partir à 20 répétitions de pompe. Vous pouvez partir à 5 répétitions de pompe en fonction de votre niveau. Vous pouvez faire des séries complètes, c'est-à-dire la série du même exercice. Vous pouvez tout alterner, utilisez votre créativité, prenez des notes. Et surtout, le plus important, je le dis et je le répète, bougez, bougez, c'est très important pour votre santé. À très bientôt et je passe l'antenne. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup à vous, coach Cyril Niamké, qui revient avec une interruption de quelques jours. Mais bon, on espère que tous ceux qui le redécouvrent sont très heureux. Merci d'être avec nous sur Matin Bonheur qui se poursuit avec les fondamentaux du lundi. Nous allons parler sécurité routière maintenant, l'activité de transport par taxi. C'est ça l'intitulé avec notre Éco-Porlano national avec qui nous allons parler, entre autres de moto-taxi. Est-ce que c'est possible de les avoir? Ce sera tout à l'heure, c'est maintenant, hein, Alix. Eh oui, nous avons un jingle peut-être avec Christelle Akoussa.
Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour Marcelin. Merci beaucoup. Vous êtes venu en taxi Non. En moto En voiture. En voiture. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui du transport des taxis et des mototaxis en particulier. Est-ce qu'on doit les interdire ici? Qu'est-ce que la loi dit? Pour le juriste que je suis, j'allais même dire que le mot interdit n'a pas sa place parce qu'en l'état actuel de la réglementation, ce n'est pas permis de faire le transport de personnes par moto, encore moins par tricycle. Les conditions pour exercer le taxi sont très réglementées, très rigoureuses quand même. Et donc, il est difficile En l'état actuel, il est difficile même de faire le transport de personnes par moto. Alors, les conditions disent quoi concrètement? Et date de quand? Un taxi est défini comme un véhicule qui est mis à la disposition pour le transport public. Donc, on va définir plusieurs critères. D'abord, le transport public est une activité commerciale. Il faut nécessairement avoir un registre de commerce pour pouvoir le commencer. Le véhicule de taxi même doit avoir des caractéristiques propres. Déjà des questions de couleur, des questions de standards, de sécurité. Identifiables. Des questions de sécurité même des personnes qu'elle transporte, que le chauffeur transporte plutôt, pardon. Et puis enfin, il y a des questions liées à, on va dire quoi, tout ce qui est registre des métiers, l'autorisation que le gouvernement vous donne pour faire pour exercer l'activité de taxi. Donc en l'état actuel, il va être difficile même pour une moto de faire le taxi. On avait déjà parlé ici des tricycles. Oui. Les conditions même de transport d'une personne supplémentaire sur une moto est suffisamment encadrée, qui va être difficile à respecter pour les motos, encore moins pour les motos qui vont être affectées au transport public des personnes. Donc ça va être difficile pour eux de faire des taxis. Par contre, il faut distinguer les transports de personnes et les transports des marchandises. Là, il peut y avoir peut-être une tolérance. Voilà. D'accord. C'est bien. Alors, parlons toujours de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un taxi et quelles sont les conditions pour exploiter un taxi? On a plus ou moins parlé des conditions, mais un taxi, il faut reconnaître que, comme je le disais, un taxi va être le véhicule qui va être destiné au transport public de personnes, mais très souvent, dans le cadre urbain, dans le cadre d'une ville, on va le distinguer d'autres véhicules comme le bus, le car, les minicars. Donc, on va distinguer les taxis. Et comme je l'ai dit, dans presque toutes les villes du monde, les taxis sont très réglementés. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour mettre un véhicule à disposition d'un taxi. C'est identifiable, tout ça, on sait à quelle couleur. Alors, quels sont les différents types de taxis qu'on a chez nous? Dans la loi, on va avoir 3 catégories de taxis, mais dans la réalité, ça va différencier un peu. On a ce qu'on connaît classiquement, le taxi compteur, qui est le taxi ville même, qui circule dans toute la ville. On va avoir des taxis communaux, qui sont prévus par la loi aussi. Et puis, on va avoir des taxis qu'on appelle collectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taxi chez nous doit être un véhicule de 5 places minimum et de 9 places maximum. Donc, comme je disais tout à l'heure, les mototaxis ne peuvent pas avoir 5 places, à moins de faire beaucoup de modifications. Donc, un véhicule qui doit... Qui ne sont pas autorisés d'ailleurs. Voilà, qui doit servir les taxis doit avoir au moins 5 places, maximum 9 places. C'est un tricycle. Voilà, ça va être un peu compliqué. Et donc, les 3 catégories de taxis qu'on a, on va le constater. Les taxis qu'on appelle taxis rouges sont les taxis compteurs ou à compteur kilométrique. Les taxis communaux qu'on connaît avec les couleurs de chaque commune. Voilà, chaque commune, voilà, les Roro, très bien dit. Puis le taxi collectif, les taxis collectifs, non, malheureusement, puis ces Baka font plus de 9 places. Justement, c'est quoi un taxi collectif? Donc, on va avoir des véhicules, c'est même taxi, c'est les taxis qui vont faire intercommune, on peut le dire ainsi, qui vont peut-être arriver à Bassam. Voilà. Et généralement, malheureusement, on n'a pas de couleur particulière pour ces taxis-là. C'est juste un modèle standard de véhicule qu'on trouve. Les Baka vont se retrouver peut-être dans la gamme au-dessus, soit des minicars, soit des minibus, même s'ils ont des comportements de taxi, puisque le taxi va pouvoir stationner régulièrement, alors que le bus va stationner d'un arrêt à un autre, le car va stationner d'une ville à une autre. Voilà, donc les Baka, il est un peu hybride, mais bon, c'est probablement pas un taxi, conformément à la définition légale des taxis. D'accord. Là, on a parlé de la réglementation en vigueur, mais la question qui suit, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour que les taxis motos puissent circuler. Déjà, il va falloir beaucoup modifier la réglementation. La loi. Surtout qu'on est en pleine réforme. Il y a même une réforme qui est passée en 2018 où aujourd'hui, même pour exercer une activité de transport public, il faut créer une société. Donc, je ne sais pas s'il est possible pour ces individus qui, du jour au lendemain, se lèvent pour prendre leur propre tricycle. Il faut créer une société. Donc, il va falloir modifier la loi profondément. Il va falloir définir des critères de sécurité. Parce que les conditions de sécurité dans un véhicule affecté au taxi sont différentes de ce qui va se mettre en place pour les mototaxis. Il va falloir définir des critères propres. Il va falloir définir des conditions propres aux mototaxis. Bon, parce que ça, bien évidemment, ils répondent à un besoin. Mais les gens les utilisent. Et si vraiment on veut les affecter au transport, il va falloir vraiment travailler sur les conditions de sécurité. Parce que c'est l'une des conditions primordiales pour autoriser le transport public des personnes. Voilà. Alors,
Tout à l'heure, à l'entame, on disait que ça a créé vraiment un véritable tollé sur la toile, tout ça. Les Ivoiriens, surtout les Abidjanais, sont réticents au transport de taxi, moto. Pourtant, à l'intérieur du pays, on nous fait dire que ça a Boaké, à Korogo, c'est de mise. Pilule. Oui, j'ai lu le communiqué du ministère et comme je le dis toujours, des fois, on confond la loi et le communiqué. Le communiqué ne suffit pas. C'est-à-dire que là, le ministère crée 2 poids, 2 mesures dans une situation qui est un peu complexe. C'est-à-dire? C'est possible de pouvoir réglementer le type de transport de façon séquentielle. On peut dire à Abidjan, voici le type de transport à l'intérieur ici. Mais dans le cas concret ici, il n'est pas possible, en l'état actuel de la loi, de faire circuler des mototaxis, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur. Pourquoi ça se passe à Korogo et à Boaké alors? Donc tout ce qui se fait là, c'est de l'infraction. Voilà, justement. Là, je disais à un ami, bon, je suis désolé de le répéter à l'antenne, je lui ai dit, bon, si il y a un problème, peut-être que de poursuivre le chauffeur n'aura pas les moyens, il faut poursuivre, mais tu autorises en violation de la réglementation en vigueur. Donc il faut qu'il ferme les yeux. Tu fermes les yeux, évidemment. Le communiqué a probablement dit qu'il y en a qui ont bénéficié d'autorisation parce qu'il répondait à un besoin. On a parlé de tolérance administrative, mais ça ne crée pas forcément un droit. Donc on le fait parce que, bon, à un moment donné, on n'avait pas les moyens de contrôler. On n'avait pas les moyens de réguler, donc on a permis à ce que d'autres personnes se mettent là. Je ne dirais pas permis, on a négligé un peu. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très réglementé, ce n'était pas très organisé. Mais depuis un moment, ils se mettent en gilet jaune, ils créent des gars, ils se sont fait voir du public. Et donc, du coup, quand ils se font voir de l'autorité qui estime que ça va poser un problème, d'abord un problème d'assurance, je pense que les sociétés d'assurance font partie des celles qui ont exigé la mise en conformité des taxis. Et donc, la question n'a pas été réglée, donc celui qui roule à Boaké, peut-être qu'il n'est pas assuré, mais il roule quand même, donc il enfreint à beaucoup de règles du code de la route. On ne peut pas dire qu'il faut tolérer, mais je pense aussi qu'on répond à un besoin quelque part, et peut-être qu'il faut les suivre, il faut les encadrer particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être adapter la réglementation pour cette catégorie. En même temps, M. Ekou, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000, pratiquement 500 km². Donc, s'il n'y a pas de raison empirique valable, hein, pour que ce soit possible à Boaké, à Korogo et autres. Non, il faudrait pour tolérance administrative. Ça veut dire quoi? On va attendre qu'il y ait un souci, qu'il y ait des affrontements, des problèmes pour pouvoir prendre ça à bras le corps. Alors qu'il faut se mettre au diapason. La Côte d'Ivoire, c'est le nord au sud, de l'est à l'ouest. Et puis cela demande aussi des infrastructures bien adaptées spécifiques exactement au transport des pour pas qu'il y ait interférence. Puis il y a le respect de l'environnement, Alix aussi. Mais comme je le dis, il y a plusieurs autorités qui interviennent dans la réglementation du transport. Donc le préfet, le maire peuvent. Mais le ministère du Transport dit quoi? Le ministère du Transport, dans son communiqué, a clairement interdit à Abidjan, sous 3 jours, on avait donné, le communiqué passé le 2 mai, on avait donné 3 jours pour que Abidjan ça cesse. On avait laissé l'intérieur du pays le temps de trouver des mesures palliatives. Jusqu'à quand? Là, c'est le ministre qui pourra mieux vous répondre. Mais le temps de trouver des mesures palliatives. Mais il fait partie c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'État, le gouvernement qui réglemente. Donc s'il estime qu'il y a un besoin, il aurait fallu ne pas se limiter à un simple communiqué, mais à définir de façon plus rigoureuse les conditions dans lesquelles ces mototaxis vont exercer à l'intérieur du pays. Parce que, bon, soit comme on dit, on répond à un besoin. Et parce qu'ils ont bénéficié quelque part d'autorisation. Parce que je pense que quelqu'un ne se lèvera pas du jour au lendemain pour payer 10 tricycles dans la circulation s'il n'a pas consulté, on dit plus ou moins de façon informelle, les autorités en place. Donc je pense qu'ils ont bénéficié d'autorisation. Ils n'ont pas de droit dessus, mais bon, ils respectent quelques peut-être prescriptions locales de taxi. Et donc, le temps qu'on puisse mettre de l'ordre dans tout ça, peut-être 2 ou 3 mois, je pense, on pourra revenir à des meilleurs sentiments. Et parlant toujours de l'hypothèse du besoin avéré et ce qui fait qu'il circule, on devrait aussi avoir des moyens de sécurité. Par exemple, pour un tricycle, il y a des transformations, on met des bancs ça et là, face à face. Il faut des casques ou bien comment ça doit se faire? On en avait parlé la dernière fois, comme je disais, notre réglementation pour les tricycles n'avait pas vraiment spécifié les conditions de sécurité. C'est-à-dire il y a la ceinture obligatoire dans les véhicules, il y a le port du casque pour les motocyclettes, mais on n'avait rien dit sur les tricycles. Donc il va falloir préciser. Mais dans un transport en commun, vous avez 5 personnes derrière vous, peut-être que vous allez avoir 5 casques, mais ce n'est pas seulement les casques. Les taxis doivent offrir, c'est peut-être pas, on ne le constate pas souvent, mais ils doivent offrir des conditions de confort dans le transport. Les conditions de confort, des conditions de salubrité, des conditions de protection. Donc, quand vous roulez, que la poussière va vous rentrer dans... Voilà, et les animaux même dans le tricycle avec les hommes et tout. Donc, ces conditions-là, il va falloir réfléchir à comment les admettre dans les tricycles. Ça va être un peu difficile. Dans tout ce qu'on dit, ce qui me choque, c'est que on est un peu dans la cour du roi Péto, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'est même pas encore en train de penser à l'environnement. Hein.
là, on est en train déjà de voir si les motos-taxis peuvent... Alors que pendant ce temps, ça pollue, mais grave. Il y a du pétrole, de l'essence, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'essence qui est frélatée, qui embaume les villes. Parce que c'est des gens qui ont souvent modifié leur propre véhicule, leur propre moto pour l'adapter au taxi, ce qui n'est pas le cas initial. Lorsque un véhicule rentre sur le territoire ivoirien, il va faire l'objet d'une réception. C'est-à-dire qu'on doit autoriser sa circulation sur la route. Donc, il vient avec des conditions constructeurs. Je sais que beaucoup vont l'adapter pour qu'ils puissent répondre aux besoins de transport, soit pour faire des économies en carburant. Donc, ils vont beaucoup modifier. On va polluer l'environnement. Et je suis d'accord avec Alice, la population y contribue. Mais ce n'est pas seulement la population, c'est les corporations. On a l'impression que le milieu est désordonné ou bien désorganisé. Ce n'est pas vrai. C'est peut-être déstructuré, mais ce n'est pas désorganisé. Et il y a d'autres acteurs qui devaient aussi réagir. On ne devait pas attendre forcément le gouvernement parce que c'est une question de... Quels acteurs? Ah non, mais attends, là, je pense que les assureurs ont dû réagir parce qu'ils ne pouvaient pas couvrir le risque. Voilà. Donc, ils ont réagi. Ils ont pris leur responsabilité. Le communiqué a précisément dit qu'il n'y avait pas d'assurance adaptée. Donc, ils ont dû réagir. Je pense que des corporations de taxis qui sont organisées, qui doivent payer plus cher la patente, doivent pouvoir réagir. Et si les assureurs commencent à réagir comme ça veut dire qu'il faut s'inquiéter parce qu'un assureur, avant de réagir, il fait des études, des anticipations, tout ça. Donc, il faut... Voilà, il nous reste 1 minute pour finir sur ce sujet, mais il faut qu'on soit réaliste et qu'on pense déjà à la santé, à la sécurité. La sanction n'est pas juste la mise en fourrière, c'est une infraction quand même d'enfreindre les conditions d'exercice. Donc, il y a exercice illégal du métier taxi qui est puni par des peines d'emprisonnement qui va jusqu'à 1 an d'emprisonnement et avec une amende de 1 million. Donc là, on dit une mise en fourrière. Ce n'est pas une mise en fourrière, mais c'est une confiscation. Mais on doit aller au-delà pour montrer la rigueur de la loi, pour montrer que ces gens-là, ils vont s'exposer à des sanctions pénales très lourdes. Mais bon, le gouvernement aussi, comme je l'ai dit, doit penser à satisfaire un besoin de transport public. C'est un service public en quelque sorte. Donc, en même temps, il faut préserver la vie des populations. Voilà, donc il doit pouvoir arbitrer. Si je veux rester dans cette logique-là, si quelqu'un fait une autre chose aussi qui n'est pas bonne pour la loi, mais que la population va tolérer, non, on tolère pas. De tolérance en tolérance. On ne tolère pas. C'est ça, de tolérance en tolérance. On va trouver ensemble les moyens de réglementer, de satisfaire les besoins de la population. On est toujours fort dans ça, dans accumuler les choses. Et puis après, quand ça explose, personne n'est responsable, comme si c'était venu comme ça par enchantement. Merci beaucoup, Monsieur Ekou Paul Arnaud. Avec vous, nous parlions donc de ce problème très prégnant donc des fameux motos-taxis. Alice, grande conductrice de moto, mais là, ça, c'est dans le cadre personnel à ces heures. Pas du tout. Alors, les heures, elles ne sont pas perdues, les minutes qui arrivent non plus. On part pour la pub et Régis revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, le temps restera humide sur la plupart des régions de la moitié sud du pays. Des réductions de visibilité s'observeront dans certaines régions du sud et les nuages bas seront nombreux dans le ciel. De ces nuages, les averses pourront subvenir pour perturber le temps sur ces régions et les régions plus au nord seront sous un ciel nuageux avec des passages d'éclaircies. Pour les variables de la matinée, 24 degrés à Abidjan, 23 à Diaké, 22 à Bondougou, 23 à Boaké et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 21 à Mont, 23 degrés à Odiéné, San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Tabou et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi sera perturbé sur la plupart des régions partant du rivage océanique à la frontière nord du pays. Le sud restera le lieu de naissance des perturbations orageuses accompagnées de pluies par endroits. Le nord recevra de nombreux orages balayant progressivement les régions nord-est vers le nord-ouest. Les cumuls de pluie seront importants par endroits dans les régions balayées par ces orages. Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 degrés à Bondougou, pareil pour Boaké, 32 degrés à Daloa, 34 à Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mont, 35 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous.
Bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité africaine qui démarre tout de suite en Algérie. L'élection présidentielle prévue le 4 juillet est impossible à organiser à cette date. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait savoir hier. Il a rejeté les 2 seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés. Le Conseil constitutionnel renvoie donc la balle au chef de l'État par intérim pour qu'il organise cette élection dans la transparence et la neutralité. Le Mali célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du carême musulman. Le croissant lunaire aurait été aperçu dans plusieurs localités du pays, dont une partie de la communauté musulmane avait commencé le ramadan le dimanche 5 mai 2019, soit 29 jours de jeûne. On reste au Mali avec du football. Coup dur pour le pays. Yves Bissouma doit renoncer à disputer la CAN 2019, le milieu de terrain de Brighton est touché à l'épaule et va devoir se soigner cet été. Yves Bissouma a une fracture au niveau de son épaule. Son club a officiellement saisi le médecin des Aigles pour le faire soigner pendant ses vacances. Elles veulent redevenir vierges ou l'impression d'avoir 15 ans. Au Sénégal, un produit dangereux assimilé au tabac est utilisé pour des soins dans les parties intimes. Il est pour la plupart vendu sur Internet. Dans de nombreuses vidéos réalisées par des Africaines, des astuces sont données. Ces vidéos comptabilisent parfois jusqu'à 2 millions de vues, alors que ces conseils sont inefficaces, voire dangereux. C'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour développer l'information au niveau international. Vous n'allez pas y échapper, Régis. Vous n'allez pas y échapper. On va débriefer cette dernière information. Alix, je vous laisse la question. Non, je vous voyais poser la question. Je sais que vous avez envie de poser une question. Non, c'est la chute qui m'a interpellée, l'inefficacité. Qui a testé que ça ne marchait pas? Selon des médecins. Ah d'accord. Justement. Ils auraient testé, ils ont vérifié que ça ne marche pas. Justement. Parce qu'il y a une opération... Ils ont vérifié que ça ne marche pas. Oui, il y a une opération qui est effectuée justement pour donner l'illusion de la réparation de l'hymen, qui, ma foi, réussirait. Hein. Et maintenant, les produits... Bon, ça c'est justement, voilà, ce côté médical, mais bon, les produits africains... Des potions bizarres. Les potions, voilà. Moi, je ne suis pas habitué, je ne connais pas ce genre de choses, je ne sais même pas de quoi vous parlez, donc je préfère... Pour la culture, on s'est informé. Oui, on sait pas de quoi il s'agit, j'ai entendu hymen, tout ça, donc je ne connais pas tout ça. De reconstitution de la virginité. De certaines choses. Donc, il paraît qu'au Sénégal, le marché qui est consacré justement à ce genre de produits-là est interdit aux hommes. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est normal que... Je suis sénégalais ce matin. Quoique c'est fait pour les hommes, je pense que c'est orienté. Avec grand H. Merci d'être à Matin Bonheur. Ici, on parle de tout. Il y a toutes les infos là pour... voilà, il y a tout. Allez, tout de suite, lundi, motivation. Il est 6 h passé de 33 minutes. C'est ça, sur le conducteur. On a lundi, motivation. On se retrouve juste après. Les trucs à faire pour se remonter le moral. Activez-vous. Allez faire un tour à pied. Faites la vaisselle. Faites des étirements. Dansez dans votre salon. Faites du repassage. Plantez des fleurs. Promenez-vous dans un parc. Cuisinez un bon repas. Faites la poussière. Achetez des fleurs. Découvrez une nouvelle ville inconnue. Faites de la corde à sauter. Jouez au basket. Suivez des cours vidéo de gym. Faites du jogging. Pondez la pelouse. Jouez au tennis. Réaménagez votre maison. Allez nager à la piscine. Faites de l'aquagym. Faites du vélo. Prenez des leçons de karaté. Arrachez les mauvaises herbes. Allez faire du bowling. Stimulez votre cerveau. Faites des mots croisés. Faites un puzzle. Jouez au sudoku. Suivez des cours en ligne. Écrivez une histoire. Apprenez une nouvelle langue. Allez dans une bibliothèque. Planifiez une sortie. Lisez un bon livre. Écrivez une histoire. Apprenez une nouvelle compétence. Lisez le livre. Lisez le journal. Faites des recherches sur un sujet qui vous intéresse. Écrivez votre journal de bord. Soyez créatif. Faites de la peinture. Jouez de la musique. Faites un dessin. Faites une vidéo marrante. Allez visiter un musée. Et voilà.
Et nous, on donnait quelques notes. Hein. Ouais. Il faut écrire son histoire, tout simplement. C'était un effet, quoi. C'était un effet. Nous, on chantait dessus. Alors, Alix a une très, très belle voix, l'une des plus belles voix. On va s'organiser un petit karaoké, peut-être un jour. On va l'enregistrer en cachette. Et puis, moi, je vais essayer de la produire. Merci, c'est dit. Je vais faire attention. Je vais produire Alix parce qu'elle chante très, très bien. Je vais la quoi? On a parlé d'il moto, je chantais quoi? Camion. Mais la première condition, mesdames et messieurs, pour produire Alix, la première chanson doit être en abbé. Il faut respecter le local. C'est sûr que Après, elle pourra chanter ne va pas sortir. Grégory Le Marchal, elle pourra chanter « Écris l'histoire » comme elle chante si bien. Merci, c'est Matin Bonheur, le rendez-vous de la bonne humeur. Il nous reste 19 émissions avant la fin, bien sûr, de cette saison 3 de la nouvelle mouture, dans 19 émissions. Demain, droit, on parlera d'un bon thème, comme d'habitude, avec Madame la présidente du tribunal du travail, qui nous fera l'honneur, normalement, de sa présence demain. On va parler d'un cas récurrent, les femmes enceintes et l'emploi. Trop de problèmes rencontrés par ces femmes qui contractent une grossesse avant, pendant ou, voilà, en tout cas dans la sphère de l'emploi. On va en parler. Qu'est-ce que ça implique juridiquement? On aura toutes les informations avec Madame la présidente du tribunal du travail qui vient sur ce plateau, vraiment qui nous fait ce tourneur-là quand on sait son emploi du temps des plus chargés. La suite, Alix. Oui, on a parlé de Madame la juge qu'on recevra demain. Une autre dame, disons 2 dames suivent dans ce conducteur-là pour la capsule Instant Vérité, parce que désormais c'est comme ça, Instant Vérité enregistré, cette fois-ci avec Madame Danielle Bonny-Claverie, présidente fondatrice de l'Union républicaine pour la démocratie, URD. Et que recherche-t-elle? Voilà. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus d'Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. C'est une militante engagée pour la cause de la démocratie pour certains observateurs, pendant que d'autres relèvent ces constants revirements politiques. En effet, Danielle Bonny-Claverie nous et dénoue les accords politiques à tour de bras. AFD, Alliance des forces démocratiques, le Front du refus et EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ce sont là quelques-unes des plateformes avec lesquelles la présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, a tissé des alliances sans vraiment se poser, selon des analystes. Alors, mesdames et messieurs, que recherche exactement Danielle Bonny-Claverie? Quel est le bilan de l'URD 13 ans après la création en 2006 de ce parti politique? Est-ce que le parti de Danielle Bonny-Claverie compte vraiment sur la scène politique ivoirienne? Les réponses à ces questions, c'est dans Instant Vérité que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Danielle Bonny-Claverie. Elle est journaliste, ancien directeur central de la RTI et ancien ministre de la Communication. Danielle Bonny-Claverie est la présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie. Bonjour, madame. Bonjour, Gabrielle. Bienvenue à Instant Vérité. Merci beaucoup. Alors, madame, vous êtes la présidente de l'URD, un parti politique que vous avez fondé en 2006. Alors, 13 ans après, quel bilan pouvez-vous faire du parcours politique de votre parti? Ben, si vous le permettez, Gabrielle, je voudrais, avant de faire le bilan, vous expliquer un petit peu le pourquoi de la création de l'URD. Je sais que tout à l'heure, vous allez certainement utiliser les termes de nomade, de transhumance, etc. Donc, je voudrais, puisque vous m'en donnez l'opportunité, peut-être expliquer ce qui peut paraître sinueux, mais qui a sa logique. Nous étions en effet au PDCI. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État, nous avons été un certain nombre de hauts dignitaires du PDCI, je dis bien de hauts dignitaires du PDCI, à estimer que le PDCI devait revenir au pouvoir avec le général Gueye. Donc nous avons essayé d'organiser un débat démocratique au sein du PDCI autour de cette question. Malheureusement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, ce débat n'a pas eu lieu et disons que même on nous a empêchés d'avoir accès à la salle où ça devait avoir lieu. Bon, on nous a guidés doucement vers la sortie et je dois dire que partir et quitter le PDCI n'a pas été quelque chose de facile. Ça a été même douloureux. Mais à partir du moment où nous étions là... C'est une confession.
Oui, mais que j'ai déjà faite publiquement. Malheureusement, vous n'en aurez pas disons, l'unique authenticité. Mais je veux dire qu'après, nous avons décidé de créer l'UDPCI. Et nous avions là la volonté de faire un parti national. Et n'oublions pas, parce que certaines... Bon, on occulte ça. Le premier président de l'UDPCI était Paul Akoto-Yao. Et c'était pour nous un peu le symbole de cette volonté de couvrir le territoire national. Au fur et à mesure, bon, moi personnellement, j'ai ressenti, disons, un repli sur soi, une tentation un peu régionaliste. Et lorsque le général Gueye a pris la tête du parti, je ne me suis pas sentie bien. Non pas que j'avais des problèmes personnels avec le général, pas du tout, mais cette espèce de tentation hégémonique régionale me gênait. Donc, là aussi, nous avons décidé, plutôt que de ne pas être bien et pas être à l'aise, nous avons décidé, un certain nombre de personnes, de quitter l'UDPCI, dont nous étions membres fondateurs. Là aussi, ça n'est jamais très facile de quitter ce qu'on a créé. Et puis, nous avons pris la décision de créer l'URD, là où je me sens très bien. Alors, vous vous sentez très bien. L'URD a 13 ans. Alors, quel est le bilan politique de ce parti-là? Bon, je ne vais pas du tout être modeste. Quand nous avons démarré en 2006, je dois dire que ça a été un démarrage assez fulgurant. Peut-être qu'il y avait un peu de curiosité par rapport à ce parti tenu par une femme, etc. Et pendant 4 ans, nous avons vraiment travaillé. À l'époque, il y avait 19 régions. À nous implanter dans les différentes régions, à mettre des coordinations en place. C'était un travail exaltant et il y avait du répondant. Oui. Et puis, il y a eu la crise. Tous les partis politiques ont souffert de la crise électorale. Nous, notre siège a été saccagé, pillé, on tellement abîmé qu'on n'a même pas pu après le reprendre. Donc, nous avons eu des coordinations qui se sont disloquées, notamment à l'Ouest. Donc aujourd'hui, quand je vous écoute, Madame, l'URD n'existe que de nom? Ah non, pas du tout. Là, je suis en train de vous faire un état des lieux que je situe dans le temps en disant que la crise nous a vraiment affaiblis. Mais quand je suis sortie de prison en 2011, eh bien, mon parti, certes, était affaibli, mais il était debout. Il avait résisté, même s'il avait des béquilles. Alors, donc, je veux dire que nous avons un parti qui fonctionne et qui maintenant est en train de travailler sur ses bases pour les consolider. Le parti travaille, comme vous l'avez si bien dit, le parti est debout, peut-être avec des béquilles, pour reprendre vos expressions, mais en même temps, 13 ans de vie, l'URD, cette vie-là est silencieuse. On n'entend pas parler de congrès, on n'entend pas parler d'assemblée générale, comme si le parti n'existait pas, mais c'est plutôt Daniel Boni-Claverie qui est mise en avant. Comment pouvez-vous expliquer cela? Non, vous savez, vous pouvez faire des congrès et entre les congrès, être totalement léthargique. Nous, ce n'est pas ce choix que nous avons adopté. Nous avons décidé, c'est un choix vraiment délibéré, de pouvoir mettre nos petites ressources financières, mais surtout nos ressources humaines, à la réactivation de toutes nos, comment dirais-je, de toutes nos coordinations. C'est un travail lent, c'est un travail de reprise de contact, mais nous sommes extrêmement... Mais en même temps, vous convenez avec moi que c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers, qu'il faut peut-être gérer les ressources financières avec parcimonie, vu peut-être la situation que vous vivez à cette époque-là. Mais madame... certains observateurs pensent que la place aujourd'hui de l'URD n'existe pas sur la scène politique ivoirienne et que s'il y a une place, cette place-là, vous-même, enfin l'URD la doit peut-être à votre personnalité, à votre popularité, plus qu'au poids réel du parti. Mais de toute façon, je crois qu'il est tout à fait normal que je puisse mettre ma petite notoriété au service du pays, au service de mon parti. C'est ce qui se fait dans le monde entier.
Le RPR du général de Gaulle n'aurait jamais été ce qu'il a été sans l'immense charisme de ce personnage. Je ne parlerai pas du PDCI d'Hauffouët-Boigny. Je peux vous citer un peu plus près de nous La France incomprise de Jean-Luc Mélenchon, sans sa personnalité et sa notoriété. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Si, puisque vous on ne voit pas l'URD, mais on voit Daniel Boni-Claverie, c'est la question. Si, parce que si en même temps, si je veux dire, je peux tirer l'URD, à ce moment-là, bon, Daniel Boni, pour le moment, se confond avec l'URD, mais je voudrais continuer un petit peu dans mes exemples, parce que le RHDP ne serait pas le RHDP sans la personnalité du président Ouattara. Mais oui, il y a la personnalité du président Ouattara qui est là, mais en même temps, il y a le RHDP en tant qu'une machine électorale, en tant qu'un parti politique qui est là et qui engrange du monde. On ne voit pas cela à l'URD, c'est la question que je pose, madame. Le jour peut-être que le sort au pouvoir, nous pourrons avoir les moyens qui nous permettront à ce moment-là... On n'a pas forcément besoin d'être au pouvoir pour avoir du monde. S'il vous plaît. Pour avoir la machine, de la notoriété. Pour avoir la machine. La notoriété, vous me la reconnaissez. Et moi, oui, pas l'URD. Mais si, parce que je la donne obligatoirement à l'URD. Ça, alors, je suis désolée. Vous l'avez si bien dit, vous êtes parti du PDCI. Du PDCI, vous avez fondé l'UDPCI avec d'autres personnalités. Ensuite, vous êtes parti à l'URD, mais en même temps... voilà, on ne saisit pas trop bien. Des Ivoiriens relèvent votre nomadisme politique, votre inconstance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je me suis déjà un petit peu expliqué là-dessus. Moi, personnellement, je réfute ce terme et cette charge négative qu'il y a dans cette question de nomadisme. Bon, je vous ai expliqué un petit peu le parcours et je ne crois pas que nous puissions dire que je suis inconstante parce que je crois que pour les personnes qui suivent l'action de l'URD depuis 2004, on peut dire que l'URD n'a jamais changé de cap. Nous sommes un allié loyal et fidèle du FPI de Laurent Gbagbo. Et la seule chose, c'est que nous sommes très soucieux de l'autonomie de notre ligne politique. Et puis, nous n'avons pas la mentalité de suiveur. Voilà, vous n'avez pas la mentalité de suiveur, mais on va y arriver, on va en parler. Vos choix, vos postures et votre parcours politique font de vous une femme politique souvent incomprise. Madame Daniel Boni-Claverie, alors l'URD a fait la ronde de plusieurs plateformes sans vraiment se poser. Dites-nous, à quoi cela est dû? Moi, vous êtes très sévère avec moi. Nomade, inconstante, incomprise. Ce n'est pas moi, ce sont les Ivoiriens. Bien sûr. Donc, justement, si ce sont des Ivoiriens qui peuvent penser ça, moi, je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de pouvoir peut-être changer cette façon de me voir. Oui, c'est vrai que l'URD a appartenu à plusieurs plateformes. Nous avons des plateformes qui se sont disloquées d'elles-mêmes. Il y en a d'autres que nous avons quittées. Je vais vous donner... le Fonds du Refus, EDS. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les plateformes qui se sont disloquées, je donne comme exemple le Code, qui réunissait un certain nombre de partis politiques. Ensuite, le Front du Refus. Et puis, il y a eu, vous avez raison de dire, l'AFD Mais avant cela, il y a eu le CNRD, le Conseil national de la résistance démocratique. Ça, c'était avec la LMP. Ça, c'était la LMP. Voilà, la LMP, la puis majorité après, présidentielle. Après, il y a eu les élections, etc. Donc, je laisse cette chose-là pour venir, disons, beaucoup plus rapidement. Oui, nous avons donc appartenu à ces plateformes qui se sont disloquées. Et puis, il y a l'exemple de l'AFD du président Afin N'Guessan. Nous sommes 3 partis à l'avoir quitté parce qu'en 2015, nous n'étions pas d'accord sur le fait que nous n'avions pas été associés à l'élaboration de la stratégie électorale. Mais moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand nous nous quittons, nous ne sommes pas en bagarre. On ne se claque pas la porte au nez, on ne se fait pas la guerre. Parce que, bon, nous reconnaissons à un moment X que, bon, on ne s'entend plus sur un certain nombre de points,
on se retire, mais on sait très bien qu'on va recherchez-vous? Non, on sait très bien qu'on va se retrouver quelque part. Donc voilà, nous suivons l'actualité et c'est ainsi que, bon, je vous l'ai dit, nous avons quitté l'AFD, après nous nous sommes retrouvés, trois partis à se retrouver ensemble, et ainsi de suite, voilà. Que recherchez-vous dans les plateformes? C'est pas que nous recherchons, nous essayons de mettre, disons, nos efforts en commun pour que nos actions communes aient plus de poids. Je crois que c'est ça la raison de que ce soit des plateformes, que ce soit des regroupements, des coalitions, etc. Mais on vous voit également, je veux dire, aux côtés de Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Vous essayez également peut-être d'intégrer, il a appelé à la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Vous convenez? Non, je ne conviens de rien. Mais simplement, je vais vous expliquer parce que c'est très simple et c'est très clair au moins pour mes militants. Mais je voudrais quand même chercher à me faire comprendre. D'abord, parlons, si vous le voulez bien, d'EDS. Parce que EDS a été créé il y a au moins 2 ans. Nous étions au moment de sa présentation, etc. Et tout à fait normalement, EDS nous a demandé si nous voulions rejoindre la plateforme. Nous avons fait savoir en tant qu'URD que nous n'étions pas trop intéressés maintenant par l'expérience des plateformes, mais que nous voulions travailler ensemble. Donc, nous avons fait un accord de partenariat qui fait que chacun peut garder sa ligne politique. Ça s'est vu au moment des législatives. Mais en même temps, nous faisons des actions et des réflexions concertées. Le MFA de M. Anaki est également dans le même cas que moi. Nous sommes des partenaires d'EDS. Alors, vous avez dit que vous n'appartiendrez jamais à la plateforme d'Henri Konan Bédié. En politique, nous ne disons jamais. J'ai déclaré que l'URD n'appartiendrait pas à la plateforme du président Henri Konan Bédié. Donc, nous sommes aux côtés et les mots ont leur sens. Nous travaillons avec le PDCI sur la commission électorale. Le PDCI appartient à l'opposition. Et à ce moment-là, nous sommes peut-être un peu des précurseurs aussi. Bien. Alors, un autre point, nous allons aborder le point de la réconciliation nationale. Alors, sur quelle base dites-vous que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée? Vous savez, le RDR a basé son action sur le slogan « Vivre ensemble ». Et nous estimons que les actes qui sont posés par le gouvernement ne mettent pas... S'il vous plaît, Daniel Boni-Claverie, sur quelle base dites-vous que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée? C'est la question. Ne mettent pas en pratique cette volonté exprimée. Nous avons demandé pendant 6 ans la libération des détenus politiques. À l'époque, on nous répondait qu'il n'y avait pas de détenus politiques, que ça n'existait pas. En 2018, il y a eu la libération d'un certain nombre de choses. Y a-t-il une réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Je suis en train de vous donner, je suis en train de vous donner les réponses, Gabrielle. Je suis en train de vous dire. De la même manière, en 2012, vous avez eu l'amorce d'un dialogue. Et cette amorce de dialogue a permis après que l'opposition et le parti au pouvoir puissent discuter dans le cadre permanent. Si nous avions réussi la réconciliation, je pense qu'au terme de tous ces échanges, nous aurions dû constituer ou être en mesure de constituer un gouvernement d'union. Vous avez vu que ça n'est même pas pensable, ce n'est même pas possible. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée parce que nous sommes en train... La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, nous avons interrogé les Ivoiriens, madame. Oui. Les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Les Ivoiriens n'ont pas de problème à vivre ensemble. Ce sont plutôt les politiques qui divisent les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Moi, je dirais d'abord qu'il y a un problème au niveau de la réconciliation qui n'est pas faite. Il y a une responsabilité. Mais cette réconciliation-là, elle revient aux politiques. C'est ce que les Ivoiriens disent. D'accord, mais une responsabilité qui revient d'abord et en premier au gouvernement. C'est lui qui impulse. Regardez ce qui s'est passé. Mais ce sont les politiques qui divisent les Ivoiriens. Écoutez-moi. Nous les avons interrogés. Ce sont les politiques qui divisent les Ivoiriens. Je vous interrogeais, moi je vous crois tout à fait. Mais nous aussi, nous interrogeons nos militants pour essayer d'avoir des retours. Pour vous répondre, quand vous dites les politiques, prenons l'exemple de Kigali. Vous avez M. Kagame qui a fait, c'est lui qui a impulsé la réconciliation. Et je pense que si
il y avait eu les résultats des travaux de la CDVR, nous aurions eu la possibilité d'avoir des résolutions qui pourraient être actualisées pour le moment. Je crois que quand on est passé, nous sommes en train de passer par tous les conflits intercommunautaires, je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Qu'est-ce que vous proposez rapidement? Si la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, qu'est-ce que vous proposez rapidement? En deux phrases. Sur le plan politique, je vais essayer de dire très vite. Oui. C'est pas simple de donner des solutions si rapidement. Mais je pense que, comment dirais-je, j'ai parlé de la CDVR, je pense qu'il faut libérer les prisonniers militaires, parce que les militaires ne font qu'exécuter. Je pense qu'il y a un pas qui est fait dans ce sens-là. Il y a eu des amorces de solutions pour le moment, les militaires, pour le moment, les militaires. Et je pense que... Nous avons sur le plateau. Oui. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est vrai déjà, mais j'aurais voulu quand même... Permettez-moi. Est-ce que vous serez candidate en 2020? Écoutez, vous ne me laissez pas parler et c'est dommage, parce que j'avais plein de choses à dire. Bon, mais vous êtes prise par le temps, je connais vos impératifs. Pour répondre à votre question, nous y pensons. Madame, ne faites pas de la politique sur le plateau. Est-ce que 2020 vous intéresse? Bien sûr que si, que je ne fais que ça, je ne fais que de la politique. Mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donnez-leur la réponse claire. Est-ce que vous allez vous présenter pour la présidentielle de 2020? Le président de la République a donné... Mais vous n'évoluez pas par rapport à la salle Ouattara. Est-ce que le président... Je ne me permettrai pas, mais quand même, je peux le dire. Est-ce que le président de la République, lui, a déjà déterminé qu'il allait se présenter ou pas? Moi, je vous réponds, et c'est une réponse, je vous dis, nous y pensons, et nous ferons une convention d'ici la fin de l'année qui vous situera et qui situera les Ivoiriens sur ma présence ou pas comme candidate en 2020. Merci Daniel Boni-Claverie d'être venu à Instant Vérité. Vous êtes journaliste. Merci pour vos analyses sur les positions politiques de l'URD, votre parti politique, et également sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec nous. Merci de l'avoir suivi. Alex et Marco vous retrouvent tout de suite. Exactement. Et de retour sur le plateau. Voilà, c'était la capsule Instant Vérité préenregistrée avec Madame Danielle Boni-Claverie. Grande journaliste, hein, Madame. Ah oui, qui a du répondant. Hein. Ouais, ça fait toujours plaisir de la voir parce qu'elle a toujours gardé donc, son sens de la répartie. Et puis, comme on dit ici à RTI, pour les anciens que l'on côtoyait, elle ne parle jamais au hasard. Tout ce qu'elle dit, c'est un message particulier. C'est toujours un plaisir de la revoir. Dans un instant, nous allons aller parler de ce thème-là qui nous rassemble les lundis, un thème emploi. Nous allons parler, bien sûr, de la gestion des heures supplémentaires. Comment c'est calculé? Est-ce que c'est imposable? Ça, c'est vrai. Hein? Est-ce que les heures supplémentaires sont imposables? Comment les calculer? Est-ce qu'on peut refuser, par exemple, des heures supplémentaires? Est-ce que les heures supplémentaires sont imposables? Comme je disais, autant de questions qu'on se pose, quel que soit l'endroit où on est. C'est vrai, il y a un souci, hein, les heures supplémentaires. Il est 18h, on doit arrêter. Le patron, le boss nous glisse à notre travail, on est là. Bon. Et vous parlez de 18h, parce que moi, je vais m'accouter au timing actuel. Ce sont des heures supplémentaires ou pas? On va essayer de savoir. Oui, hein. voilà, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'à 4 heures, ça c'est vrai. Le matin, c'est pas 8h, 17h ou 18h. On nous place où, nous c'est 3h, Est-ce que 7h. c'est des heures matinaux supplémentaires ou bien suppléments matinaux? Vraiment, on attend de pied ferme, avec beaucoup de plaisir aussi, l'expert qui va nous en parler. Il s'agit de M. Stéphane Missa, qui nous parlera bien sûr de ce thème. Il est 6h58. Nous allons aller maintenant avec le dernier flash, c'est bien sûr avec Régis Kofi. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci de nous suivre. Le commandant du bateau de croisière impliqué dans une collision avec une embarcation transportant des touristes sud-coréens sur le Danube a été inculpé par un tribunal de Budapest. Le bateau, la Sirène, a chaviré et coulé mercredi soir, quelques secondes après avoir été percuté par le Sigyn de la compagnie Viking au cœur de Budapest. Ce drame a fait 7 morts et 21 disparus. Aux États-Unis, les autorités de la ville de Virginia Beach tentent de comprendre pourquoi
Un employé lourdement armé avait ouvert le feu vendredi sur ses collègues des services municipaux, faisant 12 morts avant d'être abattu par la police. La ville américaine a rendu hommage samedi aux victimes. C'est une nouvelle figure intellectuelle bien connue du grand public que la France vient de perdre. Le philosophe Michel Serres, également écrivain et académicien, est décédé samedi à l'âge de 88 ans. Il est mort très paisiblement à 19 h, entouré de sa famille, a déclaré son éditrice Sophie Bancard. Coup de théâtre dans les rangs des Républicains. Nous sommes toujours en France. Laurent Wauquiez a annoncé hier sa démission de la présidence du parti, une semaine après son naufrage aux élections européennes. Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires, a-t-il déclaré sur le plateau du journal de TF1 dont il était l'invité. En Grèce, l'opposition de droite Nouvelle Démocratie a remporté hier dimanche les mairies d'Athènes et de Thessalonique, ainsi que la quasi-totalité des régions grecques. Un scrutin qui confirme la victoire écrasante du Parti conservateur lors des européennes sur la gauche du Premier ministre Alexis Tsipras. Du football, avant d'affronter la Turquie dans l'optique de la qualification à l'Euro 2020, l'équipe de France de football a facilement remporté son match amical face à la Bolivie hier soir à Nantes. Largement supérieurs, les Français s'en sont remis aux deux joueurs de l'Atlético Madrid, en l'occurrence Thomas Lemar et Antoine Griezmann. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alexis et Marco pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup, Régis. Merci. Vous êtes là depuis novembre, vous avez commencé la saison avec nous. Vous êtes très prévenant, tout ça. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir. Vous savez, l'exercice quotidien, c'est de prévoir l'imprévisible. Et nous sommes les experts dedans à Matin Bonheur parce que nous sommes habitués à ça depuis bien des mois maintenant. C'est ça, faire de la télévision, c'est très intéressant parce que là où on voit ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'il n'y a rien. Et fabriquer rien, c'est le quotidien des agents de la... Faire de rien quelque chose, c'est vraiment le quotidien des agents de la RTI qui sont magnifiques. Et vous avez regardé la finale de Miss Côte d'Ivoire ce samedi avec le sacre du numéro 9, mon numéro, hein. Oui. Tara Gay. On la salue respectueusement. Et puis aussi, il faut parler aussi du métier, notre métier d'animateur. C'est un métier vraiment noble. C'est pas, et d'humilité. Et d'humilité. Ah oui. En direct comme ça, c'est pas évident. J'ai une pensée pour tous les animateurs de la RTI qui sont vraiment bien, qui sont parfois anti à boulet rouge sous-estimés, mais qui sont parmi les meilleurs d'Afrique de l'Ouest, ça, il faut le dire. Mariam Koulibaly, Didier Bléou, Alix Kokola, et puis tous ces animateurs émérites de cette génération qui font un travail immense. Et parfois, il faut bien regarder autour et puis les mettre encore plus en avant parce qu'ils méritent énormément. Normalement, nous devions intervenir avec un invité. Si vous voyez qu'on parle comme ça, c'est que l'invité n'est pas là. Nous vous devons la vérité. Et donc, nous allons essayer donc de revenir sur certaines infos, Alix, pour cette journée du lundi 3 juin. C'est le premier jour du mois de juin, le premier jour ouvré. Le premier lundi, oui. Premier lundi. Et première émission de Matin Bonheur pour ce mois de juin qui va voir la fin de la saison 2018-2019. Qui est prévu pour quel jour, il faut le dire comme ça. Le 28 juin 2019. On aura à vivre la dernière émission ensemble pour cette saison. Mais on vous réserve des surprises l'année prochaine. Et pour l'heure, on a encore 19 émissions à faire ensemble. Vous le réservez. Alors, il y a... Ne vous avancez pas, monsieur. Il y a aussi... nous sommes dans le mois des examens, des concours, tout ça. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui préparent les examens, parce que c'est décisif, hein, ce mois de juin, là, un mois vraiment de haute intensité au niveau donc, des examens, au niveau du cursus scolaire aussi. Et puis, le mois de juillet, août, c'est bien sûr les mois de vacances aussi. Il faut préparer, c'est le dernier mois hein, pour préparer les vacances, donc à tout point de vue. Aussi. Eh oui, c'est vrai. Nous, on la prépare. Il faut être prêt. Il faut être prêt et puis revenir en forme
pour ceux qui, ceux qui seront là avec vous à la rentrée. Et pour les vacances aussi, hein, il y aura un programme des plus alléchants du groupe RTI. On va se déployer sur tout le territoire pour vous égayer. Donc il faut faire encore l'effort pour ceux qui sont en classe d'examen, faire l'effort de passer bien vos examens, de les obtenir et de célébrer tout ça avec le groupe RTI et toutes ces émissions qu'on vous réserve. Et puis aussi le groupe RTI qui a déjà commencé à se dévoiler relativement à la Coupe d'Afrique des Nations en total en Égypte 2019 avec cette magnifique pub là où le monsieur vient et puis il scie sa planche et puis il crée son, son espace. Ouais. C'est le feeling quoi. C'est-à-dire quand la vie vous donne du citron, il faut en faire de la limonade. Et nous sommes des spécialistes de limonade. Alors la CAN c'est à suivre sur RTI 1. RTI 2 et sur Fréquence 2, sur Radio Côte d'Ivoire, sur RTI Boaké, sur le digital. On aura un plateau magnifique qui sera concocté. Le directeur général de la RTI met un point d'honneur à ce que ce rendez-vous-là soit un rendez-vous des plus majuscules hein, pour les téléspectateurs. Et puis vraiment avec nous, tous nos amis donc, du sport, avec même les autres services, on sera tous en mode Cannes. On sera tous en mode Cannes, à chacun son maillot. Je sais, ça fait mal. Les éléphants, il y a le goumin, comme on dit. Mais non, on est ivoiriens, on doit soutenir les éléphants. On est détenteurs de la coupe, non quoi ça? On est détenteurs non, c'est le Cameroun, normalement. Ah oui? Nous, c'était un peu en 2015, on a été en 2015, ce sera la CAN de 2019. Je vois que votre sport préféré, décidément, c'est le handball. Non, c'est pas le handball, c'est le foot de Mbappé. Pas le autre foot. Le foot de Mbappé. Donc, il aura la CAN, il aura des matchs en direct, on aura des plateaux, on aura des experts, des gens qui viendront parler donc, de football. On aura vraiment un plateau magnifique et nous, on va commencer la CAN avec... on va rentrer dans la CAN le 21 juillet, on sera encore là, si, par la grâce de Dieu. Et puis, après le 28, on va laisser toute l'intensité, hein, on va laisser la place humblement, on va laisser la place à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont commencé hein, leur préparation avec la divulgation de la liste des 27 des joueurs. On sait qu'il y a un souci parce que tout le monde veut Gervinho, tout ça, c'est vrai. L'entraîneur a fait son choix. Il est le seul responsable officiel hein, de ce choix-là. Donc, on va lui faire confiance, même si ça fait mal, on va lui faire confiance. Et puis, attendre tranquillement les résultats en priant pour que ça marche. Parce que, bon, voilà, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et puis, voilà. Et parlons toujours de la CAN. On a un beau dispositif pour vous intégrer dans tout ce qui sera jeu, interaction. Donc, il y aura beaucoup de sponsors lors de ces plateaux-là. Vous pouvez participer, vous allez gagner des lots conséquents. Donc, cette CAN-là, elle est pour tous. Ah oui, ça c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a vraiment envie de souhaiter joyeux anniversaire à des gens qui nous font plaisir et qui nous aident hein, au quotidien dans cette matinale depuis bien des années. Depuis 2016 par exemple, il y a Suzanne Cabani qui a 1 an de plus aujourd'hui. Avec ses douceurs. C'est le premier maître premier maître chocolatier de notre pays qui est présente parfois partout, hein, là où on parle donc de la défense des droits des planteurs. Il y a une connexion entre elle et les planteurs et puis il y a vraiment une façon de faire, un savoir-faire à l'ivoirienne qu'elle essaie de promouvoir. Et puis également, on a l'anniversaire de Sissi Ibrahim, il est cadreur à la RTI, c'est ça? Ah oui, Sissi Ibrahim qui fait partie de l'équipe de Matin Bonheur en alternance bien sûr avec les autres cadreurs qui célèbrent aujourd'hui 1 an de plus. Et un autre journaliste collègue de la rédaction de Régis Kofi et bien sûr de nous-mêmes, Mamadou Kouassi, journaliste à RTI qui célèbre 1 an de plus. Voilà. Alors, là c'est Mamadou Kouassi. Ok. Alors, nous n'avons malheureusement pas encore de traces hein, de l'invité de ce lundi. Je rappelle que nous devrions normalement en ce moment-ci en train d'échanger avec M. Stéphane Missa sur la gestion des heures supplémentaires. Ce qu'on va faire, c'est que même si l'invité il est visiblement ne sera pas là, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à travers le hashtag Matin Bonheur. Toutes les questions, là au cas où le thème revient, on se fera fort déjà de tout cœur sur ce plateau. Déjà, on aimerait vous présenter nos excuses les plus sincères pour cette absence-là qui est vraiment indépendante de notre volonté. Généralement, on dit pour masquer les choses, mais là, c'est vraiment indépendant de notre volonté, en tout cas nous, sur ce plateau.
Et ce qui dépend de notre volonté, c'est de souhaiter encore des joyeux anniversaires au niveau international d'une grande star du tennis espagnol, Rafa, comme on aime à l'appeler, Rafael Nadal, qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Je crois que le match, tous ces matchs sont très suivis. Et actuellement, il y a la compétition du Roland-Garros du côté de l'Hexagone. Rafael Nadal, né un 3 juin 1986. Il s'est qualifié. Hein. Ah oui. Il s'est qualifié, il était expéditif, mais les spécialistes du tennis disent qu'il est comme ça. Il est comme ça, mais oui. Jusque-là, il a perdu un seul set. Il paraît que ça n'arrive pas. Il réserve toujours. C'est la même méthode avec lui. Et puis à la finale, il lamine son adversaire. Il a cette main gauche-là qui reste bouche bée. Il a cette main gauche-là qui fait des dégâts. Et on espère qu'on aura ce fameux duel tant attendu contre Federer, ou bien, je ne sais pas, hein, ce sera soit en demi ou bien en finale. Federer peut revenir? Oui, Federer est en train de faire un bon parcours aussi. Je pense qu'il a gagné hier, je pense. Hein. Mais malheureusement pour notre Serena Williams qui est sortie avec la numéro 1 ou numéro 1 mondiale, c'est selon la japonaise Osaka. Les 2 têtes de pro du tennis féminin sont sorties. Hélas. Et concernant les anniversaires, vous savez, vous avez certainement souvenance de cette fameuse dame qui a ébranlé le microcosme politique français, Julie Gaillet. On va dire ça comme ça. Actuelle compagne de actuelle compagne de M. François Hollande, ancien président français. Elle est née donc un 3 juin 1972. Grande actrice également. Gaillet, oui, grande actrice, mais grande actrice du paysage politique également à son corps défendant. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas, Alix? Vous êtes sulfureux ce matin, monsieur. Alors, 3 juin 1925, là, il y a bien longtemps, ça date. C'est Tony Curtis, il est acteur. Et voilà, on a son illustration. Et puis aussi Joséphine Baker, mesdames et messieurs. Si vraiment on doit passer des infos, c'est maintenant, parce que c'est open bar, là, oui. C'est open bar, on peut tout dire ici aujourd'hui. Donc, Joséphine Baker, née un 3 juin 1906, danseuse. Elle est décédée le 12 avril 1975. Grande danseuse qui a vraiment influencé tout ce qui est cabaret, danse à la française. Voilà, Joséphine Baker qui reste en tout cas une icône et une inspiratrice très importante. 7h13, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le vélo. Eh oui, vous êtes passionnés de vélo, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Oui, Andy Costa, qu'on connaît. Il y a beaucoup d'autres Andy Costa qu'on ne connaît pas, mais qui font également un boulot considérable sur le terrain pour la sensibilisation de cet outil-là de déplacement et de développement. Il y a tant de journées mondiales contre quelque chose que nous sommes très heureux de relayer. C'est la création en 2018 de la journée mondiale pour le vélo. Ce n'est pas une blague, c'est une journée qui a été décrétée par l'ONU depuis le 23 avril 2018. C'est la date du 3 juin qui a été retenue pour fêter dignement cet événement, Alix. Exactement. Et par cet acte, l'organisation reconnaît la contribution du vélo aux 17 objectifs fixés par l'ONU en matière de développement durable. Un développement apte à promouvoir la prospérité et les opportunités économiques, un plus grand bien-être social et la protection environnementale, bien évidemment, car avec le vélo, on ne pollue pas. Oui, c'est bien. Il faut qu'on pense, Alix, à faire des, on se muscle. À des voies, non, à des voies, à des pistes cyclables, c'est comme ça qu'on dit. Il faut qu'on intègre ça de plus en plus dans tout ce qu'on aura comme infrastructure à venir. Est-ce qu'on peut aller aussi dans le fin fond? Dans le fin fond de notre pays, dans le pays lobby? Eh oui, les prénoms en pays lobby, sélectionnés bien sûr par notre cher assistant Gaoussou. Alors, Draman, oui, Draman Gaoussou. C'est un jeune... qui a un autre prénom, mais qu'on ne peut pas divulguer là. Draman, un sobriquet juste propre à l'équipe, n'est-ce pas? Alors, chez les lobbies, un peuple du Boukani nord-est ivoirien, le prénom attribué à un enfant venant de naître au sein d'une famille dépend généralement de l'ordre de naissance selon les dignitaires de cette communauté. Et les filles comme les garçons, tous ont un prénom qui reflète leur position dans le rang de leur naissance entre les frères et sœurs dans la famille. En matière donc ordinaire, explique-t-on, ces prénoms partent du premier-né au 6e enfant et on démarre ainsi. Chez les garçons, c'est Monsieur Sier qui est l'aîné et il suit Monsieur Sanson. On a un célèbre Sanson, le ministre de la Justice, puis vient Monsieur Olo, le 3e fils, c'est Monsieur Olo donc, et du 4e au 6e garçon, on a respectivement Pépé, Too et Coco.
Voilà, ça c'est pour les prénoms garçons en pays lobby. On a des prénoms femmes également. Oui, chez les filles, Eri est l'aînée et elle est suivie dans l'ordre par OO, H-O-H-O. Il y a Ini aussi, il y a Cicéré, il y a Mimini et Toto qui est la 6e. Ah, la tête à Toto. C'est joli les noms du pays profond, hein, c'est bien. Cependant, certains prénoms ont la particularité d'être attribués à la fois aux filles et aux garçons. D'abord, il s'agit de tout 7e enfant de la famille, qu'il soit une fille ou un garçon. On l'appelle Boka. Ensuite, deuxième exception, le cas de jumeaux ou de jumelles. Dans ce cas de figure, malgré le sexe des enfants, l'un se prononce toujours Naba et l'autre Jimmy. Et tout enfant qui naît après... après ceci, après les jumeaux donc, est appelé Didjour, précisent les anciens. C'est très, voilà, les oracles ont parlé. Puis ils nous ont quittés un 3 juin, Alix. Hélas, des décès pour ce 3 juin. 2009, 3 juin, David Carradine, mort dans la nuit du 3 au 4 juin 2009. Acteur, réalisateur, scénariste et compositeur américain. C'est sûr que ça va faire un pansement au cœur à tous ces amoureux de ces films très emblématiques. Vous ne croyez pas si bien dit, ma très chère Alix. Toute une génération d'aficionados de ces séries. Il reste très calme. Kwai Chun-ken, c'est ça, hein, c'était ça. Et puis, c'est le Scarabée. Avec son fils. Oui, Scarabée, c'était notre adolescence, la belle époque de cette Côte d'Ivoire insouciante où il n'y avait pas trop de soucis. C'était bien avec les films les samedis soirs, tout ça. Les dimanches, il y avait le ciné-club, tout ça. C'était bien. On s'assoit même le sol devant la télévision à la non, il avait de bons films. Il nous a quittés donc, mesdames et messieurs, dans la nuit du 3 au 4 juin 2009. C'était un acteur, réalisateur, scénariste et compositeur américain. 8 décembre 1936. C'est sa date de naissance. Et un 3 juin également. Un 3 juin, Alix. Anthony Quinn. Ah, ça c'est un grand acteur également. Anthony Quinn, américain d'origine mexicaine. Taillé, hein? Oui, il avait des rôles charismatiques hein, dans sa filmographie. Vraiment, il est d'origine mexicaine, on l'a dit, il est décédé donc, un 3 juin 2001. Et puis, il était compagnon du père de Michael Douglas, Kirk Douglas, qui a 101, 102 ans. C'est un peu la même trempe, là. C'était des compagnons. Et qui reste toujours très beau, hein, oui, très beau. À l'instar de tous ses enfants. Oui, il a fait avec son fameux rictus. Hein. Ah oui, c'est un acteur majuscule. Alors, demain, Alix, en droit, on va parler bien sûr d'un thème très important, grossesse et emploi. Un regard là-dessus? Ah oui, grossesse et emploi, c'est un thème très important à décortiquer car il n'est pas anodin de voir des femmes, je le dis, marginalisées du fait de leur grossesse au niveau de l'entreprise. On les prend pour des bonnes à rien, elles ne savent plus faire ce qu'elles doivent faire, elles sont ralenties. Pourtant, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Voilà, c'est vrai qu'il y a un changement hormonal qui intervient. On doit aussi adapter les conditions de travail en fonction de ce qui arrive. Mais il ne faut pas marginaliser, stigmatiser, des fois même traumatiser. Alors, le cas qu'on a choisi pour demain, pour que vous soyez déjà sur vos calepins, c'est que nous avons choisi le cas d'une femme. Elle est caissière de son état et puis son employeur apprend qu'elle est enceinte. C'est pour ça que parfois on dit de se taire aussi, parce que c'est dans une discussion qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte à ses collègues. Après ça, c'est apparent. Hein. Non, laissez finir hein, d'abord, parce que c'est important aussi. Les choses privées aussi, il faut les garder jusqu'à ce que ce soit vraiment évident hein, dans le milieu. Parce que le milieu professionnel, vous êtes d'accord avec moi, un milieu truffé de petites personnes aussi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, elle est caissière de son état et dans une discussion avec une de ses collègues, elle lui fait comprendre qu'elle est enceinte. Et le patron à qui c'est relaté, sachant que c'est une de ces très dynamiques, efficaces caissières, crée quelque chose, hein, l'accuse de quelque chose et elle est renvoyée. Wow. Alors, comment elle fait? Et de nombreuses femmes sont dans ce cas-là. Elles sont enceintes et puis elles ont peur d'annoncer cela à leur entourage ou à leur patron. Et après, qu'est-ce que la loi dit là-dessus? Qu'est-ce que la loi dit là-dessus? Est-ce que cette femme, cette caissière qui a été chassée là, a de moyens de se défendre? Tout simplement. On va dire par exemple une simple caissière, mais il n'y a pas une affaire de simple ou pas. C'est une caissière, elle travaille, elle apporte du travail, elle apporte de la valeur, elle a des droits, et nous avons la chance, le bonheur dans Matin Bonheur d'avoir sur ce plateau
demain, normalement, qui sera là demain, Madame la présidente du tribunal du travail, du tribunal du plateau, Madame Bini. Madame Bini qui sera avec nous. Et on a énormément de questions à lui poser. Il y a énormément de personnes qui nous envoient des questions. C'est le lieu, Alix, hein, de remercier toutes ces personnes-là qui nous envoient des questions. Parce que les téléspectateurs parfois nous regardent, mais c'est vous. Vous êtes aussi nos patrons, vous nous posez des vraies questions. Et il faut se dire que c'est du direct, hein, donc pendant que l'émission se fait, vous pouvez nous emmener des questions. On est très tactile, très digital. On reçoit vos questions en temps réel pour les poser, bien sûr, à nos consultants experts dans chaque sujet. Ne vous fiez pas au fait que Matin Bonheur, parce qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui se posent la question. La première évocation de Matin Bonheur sur le compte Instagram officiel de la RTI vient en 186e position. Ah oui, hein. Que ça ne vous décourage pas, continuez. Peut-être que... Voilà, vous aussi, continuez. Voilà, c'est une émission majuscule de notre programme et nous aimons cette interaction-là avec vous. C'est la raison pour laquelle tout est bâti pour vous faire confiance, pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez nous faire confiance. Que celui qui est au kiosque, par exemple, retrouve ses questions dans la bouche de Marco ou d'Alix, que celui qui est dans un bureau en train de faire du sport. Toutes les couches de la société sont passées au crible. Je sais que vous vous plaignez peut-être de nous voir comme ça parce qu'on a un souci d'un invité. C'est pas évident. Ça prouve encore que l'émission se fait en direct. Nous essaierons à l'avenir de faire en sorte que ce genre de situation ne se produise plus. En tout cas, merci du fond du cœur d'être resté en notre compagnie. Nous allons être dans l'obligation de conclure cette émission à 6h22. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain. Tout à l'heure, regardez bien le nom de ces personnes-là qui, depuis des mois, travaillent pour que Matin Bonheur soit une réalité tous les jours. Restez en notre compagnie. Toutes nos excuses pour toutes ces imperfections qui émaillent, bien sûr, cette émission, qui sont totalement indépendantes de notre volonté. Nous allons nous améliorer pour le bien-être, bien sûr, de notre connexion entre vous et nous, parce que vous, téléspectateurs, vous êtes également nos patrons et nous devons des émissions de qualité avec de la promotion qui va avec. Bien évidemment. Et pour terminer, à vous dire au revoir et on se revoit demain. On a bien sûr dans notre maison bleue des personnes qui viennent là très tôt comme nous. Et puis on leur fait un petit coucou. On se voit demain.